Mesdames, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La population de Carrefourfeuille continue de quitter la zone en masse. Les bandits incendient et pillent les maisons de manière systématique après le départ des occupants. À l'initiative de la CARICOM, une réunion virtuelle s'est tenue ce vendredi entre les protagonistes de la crise haïtienne, à savoir les signataires de l'accord du 21 décembre en faveur du gouvernement Ariel Henry et deux groupes influents, le groupe de Montana et les partis supportant la déclaration de Kingston. Le dirigeant du Front National pour une Haïti stable et démocratique, Rosemont Jean, et ses alliés ont déposé une plainte ce vendredi au parquet de Port-au-Prince contre le Premier ministre Ariel Henry et le directeur général de la PNH, Frantz Elbé, pour leur responsabilité dans la situation actuelle du pays. Afin d'éviter toute surprise éventuelle de la part des acteurs haïtiens, les dirigeants caribéens ont pris cette initiative dans le but de discuter du cadre des négociations avec à la fois l'équipe au pouvoir et les membres de l'opposition. La CARICOM souhaite parvenir à un consensus minimum sur les points de désaccord et notamment la mise en place éventuelle d'un collège présidentiel, la formation du CEP et la constitution d'un gouvernement d'ouverture. Le dirigeant du Front National pour une Haïti stable et démocratique, Rosemont Jean, et ses alliés ont déposé une plainte au parquet de Port-au-Prince contre le Premier ministre Ariel Henry et le directeur général de la PNH, Frantz Elbé, pour leur responsabilité dans la situation actuelle du pays. Ils exhortent le commissaire du gouvernement, Elder Guillaume, à faire les suivis nécessaires dans le but de faire avancer le dossier. Le coordonnateur du Front Nord juge inacceptable que les autorités ne fassent rien malgré la détérioration quotidienne de la situation sécuritaire en Haïti. Nous là, pour nous demander au commissaire gouvernement, Elder Guillaume, qui ça le fait à plainte que nous déposons dans le cabinet d'instruction là contre Ariel Henry. C'est ça que nous avons besoin de connaître. Parce que nous ne pouvons pas porter plainte pour blague. Nous portons plainte et nous voulons joindre effet plainte noire. Nous portons nous partie civile. Automatiquement, il y a une plainte de partie civile, le commissaire n'a pas classé selon ça qui dit dans le code de structure criminelle là. Ça veut dire qui ça? Si nous avons l'État, si nous n'avons pas de monde qui fait ça, easy par de titres, si ce n'est pas ton usurpateur Ariel Henry, massacre qui fait Canaran, il n'est pas fait, pas vrai? Nous avons des autorités qui prennent des décisions et pour permettre de mettre la population en confiance. Comment nous comprenons? Nous avons un directeur général de la police. Il a une conférence, il convoque la presse pour le capable de dire la presse. Pendant 2 ans, il a constaté bandit prend bâtissant. Directeur police a constaté bandit prend Carrefourfeuille. Directeur police a constaté bandit prend Torcel. Directeur police a constaté bandit prend Savien. Directeur police a constaté bandit prend a tué, a violé, a assassiné, a fait destruction bien. Directeur police a constaté ti moun en a mouri dans gaz, ti moun deux a pris balle dans tête. Femme enceinte a mouri, grand moun 84 a mouri, a quitté Kayo. Yon peuple dans tout bras, dans toute la rue. Directeur police l'a constaté. Mais pour ça, c'est expert n'a monté pour le constater. Eh bien, puisque Cobb, directeur police a dormi dans l'hôtel là, Cobb, ministre Emeline Prophète a dormi dans l'hôtel là, Cobb, Ariel Henry a dormi dans l'hôtel là, c'est Cobb contribue à bien payer pour sécuriser, pas pour le constater. Ça veut dire, je dis, le fait que c'est constaté, automatiquement ça vient faire responsable.
Ça vient faire complice d'assassinat, complice d'enlèvement, complice de génocide, complice de destruction bien privé public. Ça veut dire, sous cette base, nous avons plainte en bonne et due forme qui constitue des parties civiles, nous déposer là. 3 jours francs, commissaire Edgar Guillaume, fini. Ça veut dire, commissaire tenu pour te transférer plainte ça déjà dans le cabinet d'instruction pour que le cabinet d'instruction commence à s'étendre ensemble d'assassinats qui prennent pays en otage. Après l'incendie du commissariat de Savane-Pistache, les bandits de Grand Ravine continuent de faire régner la terreur à Carrefour-Feuille. Dans leur progression vers le centre-ville de Port-au-Prince, ils ont fait de nouvelles victimes, des morts et des déplacés. Après avoir pillé les maisons, les bandits les incendient, puis les utilisent comme poste de tir. Durant l'assaut de jeudi, les déplacés regroupés à la place Jérémie ont fui vers le Champ de Mars et le lycée de jeunes filles. Dans les centres, les déplacés déplorent leurs conditions de vie. Au lycée de jeunes filles, ils confient que l'aide des autorités est insignifiante. Les exactions du gang de Grand Ravine s'étendent de plus en plus dans la capitale haïtienne, forçant les habitants de Carrefour-Feuille à fuir leur foyer. Ce vendredi, on a observé un grand nombre de véhicules dans les rues, assurant le déplacement de centaines de résidents cherchant à échapper à la terreur des bandits lourdement armés de Carrefour-Feuille. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. En moins de 2 semaines, le nombre de sites d'hébergement a augmenté par rapport à la quantité de personnes qui abandonnent leur demeure sous la menace des gangs qui ne cessent d'accaparer beaucoup plus de territoire. En effet, plus d'une vingtaine de sites, notamment des écoles publiques, sont actuellement disponibles pour recevoir les sans-abri de Carrefour-Feuille. Selon des demandes collectées par la protection civile et autres organes d'intervention, près de 25 000 personnes ont abandonné leur maison en raison de la terreur des groupes armés. À cause du nombre croissant de déplacés, d'autres institutions sont provisoirement occupées par les habitants qui ont fui leur domicile pour échapper à la fureur des groupes armés. Des résidents de Boissons et des zones avoisinantes ont dû également se réfugier dans des endroits publics. La situation ne fait que s'aggraver dans la zone de Carrefour-Feuille et les citoyens n'ont d'autre choix que d'abandonner leur maison, malgré les différentes annonces faites par le directeur général de la police nationale d'Haïti, Franz Elbé, en ce qui concerne les opérations qui sont en cours dans la zone. Le tableau est resté de même et ça va de mal en pis, car durant cette semaine, de nombreux citoyens n'ont d'autre choix que de fuir la terreur des groupes armés. Entre-temps, il faut dire que notre situation est préoccupante, notamment dans les sites d'hébergement, car selon les responsables de la protection civile, les déplacés ne font que grossir les rangs de ceux qui se trouvaient déjà dans les sites d'hébergement. C'est une situation qui commence à soulever de nombreuses questions au sein de l'opinion publique. Quel mécanisme que le gouvernement va mettre en place afin de rétablir le climat sécuritaire dans un contexte où la rentrée des classes est prévue pour le 11 septembre, selon officiellement le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Les statistiques ne sont pas disponibles, mais des sources bien informées font état de fermeture de plusieurs maisons de retraite à cause de la crise sécuritaire. Toutefois, la région métropolitaine de Port-au-Prince bénéficie toujours des services du pavillon de l'âge d'or. Cette maison de retraite médicalisée et sponsorisée par la Sogebank accueille 34 personnes du troisième âge. La structure, comparable à un hôtel-hôpital à Frères, bénéficie d'un environnement sécuritaire. Dr Bans, membre du conseil d'administration, assure que c'est une institution offrant un service de très haute qualité aux personnes âgées. Du 22 au 24 août dernier, les BRICS ont tenu leur 15e sommet. BRICS, c'est l'initiale des 5 pays qui forment cette BRICS: Brésil, Russie, Inde, Chine,
et S pour South Africa, Afrique du Sud. Ça, ce sont les 5 pays fondateurs qui viennent de tenir donc leur 15e sommet à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les BRICS avaient de fortes ambitions au départ. Ils voulaient même concurrencer le dollar, ils voulaient refonder complètement le commerce international, retirer aux États-Unis l'hégémonie qui était et qui est encore la sienne. Il semble qu'ils se soient un petit peu calmés sur la dédollarisation. Par contre, ils tiennent toujours à contrebalancer l'hégémonie non seulement des États-Unis, mais de tout l'Occident. Alors, pour faire le point sur ce 15e sommet et les nouvelles prétentions des BRICS, surtout en sachant que les BRICS vont passer de 5 à 11 pays. Nous verrons tout à l'heure quels sont les 6 pays qui, à partir du 1er janvier, vont rejoindre le groupe original. Et là, il y a quelques poids lourds. Pour faire un peu le point sur cette question, nous avons avec nous notre ami William Savary en visioconférence. Bonsoir William et bienvenue à Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Voilà. Bon, je disais qu'il y a 6 nouveaux entrants à partir du 1er janvier. Ces 6 pays qui vont entrer sont l'Iran, l'Argentine, à côté du Brésil, ce sont les 2 mastodontes de l'Amérique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie, et puis 2 producteurs majeurs de pétrole, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'orientation actuelle des BRICS? Est-ce que les chances de contrebalancer l'hégémonie américaine vont s'accroître avec l'arrivée de ces 6 nouveaux pays ou pas? Avant de démarrer, disons que les BRICS, en fait, il ne faut pas que les gens pensent que ce sont des briques de construction de maisons. C'est pour ça que j'ai pris la peine de citer le nom des 5 pays fondateurs, B pour Brésil, R pour Russie, etc. C'est ça. Maintenant, il faut souligner au prime abord que ce n'est pas la première fois que des organisations à ambition internationale se mettent en œuvre pour défier la dominance du dollar américain ou même de la présence de l'hégémonie américaine, comme disent plusieurs. Dans les années 60, il y a eu le mouvement des zones alignées, dont l'Inde, à l'époque, était le leader. Absolument. Il y avait d'autres, il y avait l'Égypte, il y avait Nasser en Égypte, qui fut l'un des fondateurs, il y avait Kwame Nkrumah au Ghana. Donc, c'était également un mouvement international. Et le motif, en fait, le slogan de ce mouvement était alors qu'il ne devait être ni à droite ni à gauche, mais qu'il devait aller de l'avant. D'où le nom de non-aligné, d'ailleurs. Le nom de non-aligné. Donc, il faut dire que c'était un mouvement qui était une réponse à la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique d'alors. Exactement. Donc, c'est une première. Donc, il faut que les gens s'en souviennent maintenant. C'était un mouvement de non-aligné, c'était un mouvement un rapport politique qui gérait plutôt que les rapports politiques soient indépendants de l'influence des États-Unis ou de l'Union soviétique. Les 2 blocs, oui. Les 2 blocs, là. Maintenant, aujourd'hui, entre-temps, il y a eu d'autres alliances qui se sont organisées, mais aujourd'hui, l'alliance fondamentale, c'est ce que nous appelons les BRICS, qui est également une alliance politique et économique avec mission de faciliter le commerce entre les pays qui se trouvent sur la voie de la route de la soie. Donc, normalement, toutes les fois qu'il y a agglomération de politiciens, il y a également des objectifs politiques qui sont discutés. Donc, en dehors du commerce, il y a également l'hégémonie du dollar, certains intérêts, l'impérialisme américain. Mais fondamentalement, ce qu'il faut souligner, en dehors de toutes les discussions qui peuvent avoir lieu sur la fonction, la mission ou l'objectif des BRICS, du BRICS, c'est vraiment opposé au marché libre. Le laisser-faire, en Haïti, on disait autrefois le laisser-grainer.
laisser faire l'économie, où il n'y avait pas vraiment où l'État devait avoir le minimum de réglementation. Donc, vous voyez donc aussi maintenant dans les BRICS, vous voyez les parties en jaune que vous voyez, ce sont les nouvelles nations qui viennent d'être acceptées ou bien invitées de joindre le GRIP. Mais ce que je veux vous signaler, c'est que les nations qui ont été invitées, ce sont des nations qui comptent, par exemple pour le Moyen-Orient, ce sont des nations où il y a des grandes vastes réserves de pétrole et de gaz naturel. C'est le cas de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. C'est ça. Maintenant, lorsque vous prenez ces pays-là et vous les rapprochez de l'Union soviétique, de la Russie et de la Chine, vous avez un grand consommateur de pétrole et de grands producteurs de pétrole. Exact. Il y a l'Éthiopie qui a également invité. L'Éthiopie contrôle la rentrée de Hormuz, qui est là où les entrées et sorties de plusieurs navires de tankers qui peuvent aller utiliser le canal de Suez. Donc, d'un point de vue stratégique, il faut vraiment regarder les nouveaux invités d'un point de vue stratégique de contrôle de la route du pétrole et de contrôle de la production du pétrole. Vous partez en Amérique latine, vous avez l'Argentine, vous avez le Brésil, qui sont de très grands producteurs de soya, de maïs. Donc, et maintenant, si vous prenez le Brésil, l'Argentine et le foncier qui est actuellement sous le contrôle de la Russie en Ukraine, ça veut dire qu'à l'intérieur des BRICS, vous avez les plus grands producteurs de pétrole du monde et les plus grands producteurs de céréales du monde. Très bien. Donc, d'un point de vue stratégique, il y a une réflexion, alors à partir de ceci, on peut dire qu'il y a une réflexion stratégique profonde qui se fait autour de l'évolution des BRICS et quelles sont leurs ambitions sur le marché. Peut-être que dans les médias, les gens pensent peut-être contrecarrer l'impérialisme américain, contrecarrer l'hégémonie du dollar, mais je pense que plus profondément, il y a d'autres velléités derrière les BRICS, en dehors du dollar, il y a d'autres velléités. Donc, il faut pas le prendre de façon, je dirais pas légendaire, mais de façon préliminaire ou primaire, de penser que ces gars, ils veulent simplement, enfin, disons carrément qu'ils veulent davantage que de défier l'hégémonie du dollar et de l'impérialisme américain. L'autre chose aussi qu'il faut souligner, si vous prenez la Chine et la Russie, par exemple, ce sont des pays, le Brésil aussi, l'Iran, qui est un pays qui a été invité, il y a l'Indonésie, et ce sont des pays où ce qu'on appelle les SOEs. SOEs, ça veut dire State-Owned Enterprise. Donc, ce sont des pays où l'État est très impliqué dans la production nationale. Et à l'opposé du système de la philosophie néolibérale, où l'État est totalement exclu de la production nationale, où l'État est vu plutôt comme un organe de réglementation des affaires, et non pas une entité qui devrait s'engager dans la production. Donc, il y a en dehors de l'aspect géographique, expansion territoriale, etc., mais il y a d'un point de vue philosophique deux notions de l'État qui évoluent parallèlement. Et la lutte, c'est vraiment entre quelle notion de l'État devra devenir le modèle international. Alors, il faut souligner que l'Union soviétique, avec la révolution des bolcheviks en 1917, et l'Angleterre, les bolcheviks ont introduit sur le marché international un autre modèle de société. Et ceci face à l'époque l'hégémonie anglaise, qui était encore un des pays où l'économie du marché primait. Donc, il y a vraiment tout ceci qui est en jeu, donc il faut vraiment faire attention. Et lorsqu'on parle des BRICS auxquels il faut vraiment aussi faire allusion et ne pas négliger. Deux choses très rapidement, William. Les BRICS tels qu'ils sont actuellement, avant l'arrivée de ces 6 nouveaux pays,
À l'heure actuelle, les BRICS représentent un quart de la richesse mondiale et 42% de la population mondiale. Avec l'ajout des 6 autres pays, je pense qu'on va arriver à une espèce de 50-50 et ils vont passer de un quart de la richesse à probablement un tiers et peut-être même un peu plus. Maintenant, une des mesures que les BRICS ont prises et dont on n'a pas encore parlé, qui je crois a toute son importance, c'est la création de cette New Development Bank, la banque de développement des BRICS, qui quand même, au départ, avait comme prétention de remplacer le FMI et la World Bank et la Banque mondiale. Bon, écoutez, prenons d'abord la première question de l'expansion territoriale et l'expansion démographique. Aujourd'hui, malgré ce que ça représente, il faut dire que les États-Unis, le bloc du marché libre, représente à peu près 28 à 30% du GDP mondial et les BRICS collectivement, comme ils sont aujourd'hui, sont à 32%. Donc, ils anticipent augmenter en fait, pas même le contrôle, mais au moins constituer une famille où la production est immense. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont l'ambition de prendre le contrôle du marché. Parce que toutes ces activités qui se font, il faut vraiment avoir la tête très froide et des réflexions très froides. C'est vraiment dans le but de créer la prospérité. Plus de gens à intégrer dans le marché, plus de gens, de consommateurs à faciliter la consommation. Vous avez vraiment, c'est tout ce, et plus il y a de production, plus il y a de pouvoir politique, plus il y a de l'influence politique. Donc, ça, c'est fondamental. William, une question rapidement. Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose d'aborder la question des BRICS aujourd'hui de la même manière qu'on avait abordé la question de la création de l'Union européenne et de l'euro? Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que c'est pas comparable? Oui, c'est très comparable parce qu'en fait, en 1990, lorsqu'on allait introduire l'euro, les argumentaires que vous entendez aujourd'hui pour les BRICS, ça se faisait aussi à l'époque à l'époque de l'introduction de l'euro. Mais je veux revenir sur la question de la banque que vous avez évoquée tout à l'heure. Oui. Remplacer la Banque mondiale, remplacer le Fonds monétaire international avec deux entités, deux jumelles ce sont des institutions jumelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Banque mondiale a pour mission de faciliter, de faciliter l'investissement dans le développement, de faire des prêts sur les infrastructures, faciliter, ils disent aujourd'hui, ils ont additionné le développement et adressé la paix. Le Fonds monétaire international, c'est comme une banque internationale, une banque centrale internationale qui veut assurer la stabilité de la monnaie, les rapports commerciaux devaient avoir le balance commerciale plus ou moins adéquate et supplier là où il faut supplier et négocier là où il faut négocier. Oui, mais William, c'est précisément ce qu'on reproche souvent au FMI en particulier, c'est que les conditions qu'il pose pour accorder des prêts sont souvent des conditions léonines et extravagantes, et on les accuse souvent d'ingérence dans les affaires intérieures d'un pays en exigeant des réformes structurelles, etc., etc., chose que précisément cette New Development Bank a juré de ne jamais faire. C'est en cela qu'ils parlent de remplacer le FMI, parce que leurs conditions seront moins drastiques que celles du FMI. Non, il faut vraiment... La question fondamentale reste et demeure la question de position de système économique. Hein. Ça reste et demeure. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international, ce sont des organes qui défendent les intérêts du néolibéralisme, du laisser-faire économique. Donc,
ne faut pas s'attendre à ce qu'ils se comportent différemment. Parce que d'ailleurs, ce sont des gens qui sont convaincus qu'ils ont raison et que la théorie économique qu'ils sont en train de mettre en œuvre est la bonne théorie. Ouais. Donc, vraiment, on va arriver à un point où il y aura des ruptures, il y aura des conflits dont on ne veut pas aimer les profondeurs. Mais lorsque comparer la Banque mondiale et le Fonds monétaire international avec la nouvelle qu'on voudrait organiser les BRICS, je pense ce qu'il faut plutôt comparer, c'est vraiment les idéologies qui sont derrière chacune d'eux. Les idéologies, le système qu'il faut comparer plutôt que les institutions, selon moi. Mais d'autres personnes peuvent avoir d'avis différents, mais selon moi, parce que là, ce sont les systèmes, ce sont les idéologies qui déterminent les institutions qui vont les mettre en œuvre. En ce qui concerne, il ne faut pas oublier que la Banque mondiale appartient soit dit aux 187 pays qui sont membres de la Banque mondiale. La Banque mondiale émet des prêts, mais ces prêts sont syndiqués et coupés en petits morceaux et vendus sur le marché international pour faciliter le refinancement pour faciliter des rentrées de capitaux et d'autres dettes. Donc, fondamentalement, c'est la fonction de la Banque mondiale. Donc, maintenant, est-ce que les BRICS, lorsque la banque des BRICS aura émis des prêts obligataires, est-ce que ces prêts-là seront faire la titrisation comme le fait la Banque mondiale? Si c'est le cas, donc c'est la même chose. Hein? Maintenant, les conditions des prêts, il faut que lorsque les prêts sont accordés, ces prêts doivent être payés. Donc, il faut avoir des sources de revenus fiables qui peuvent faciliter que les revenus nécessaires soient gagnés pour que ces prêts puissent être payés. Donc, ils ne peuvent pas changer. Ça, c'est une donnée économique, une donnée mathématique. Si tu as de l'argent qui sort, il faut que de l'argent rentre pour payer la dette. Donc, c'est pas rocket science. Maintenant, ils vont peut-être être plus souples dans les conditions qu'ils vont proposer pour octroyer les prêts, peut-être. En tous les cas, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils ont annoncé qu'ils voulaient faire. Oui, mais fondamentalement, il faut leur demander très bien comment il faut que les prêts soient payés. Quelles sont les conditions que vous allez proposer pour que ces prêts soient payés? Est-ce que vos prêts seront investis dans les industries pour faciliter la croissance économique et permettre que l'État puisse avoir des revenus, taxer les individus et pour financer son budget et financer ses dettes et payer ses dettes? Parce qu'en fait, l'une des contentieux que vous avez dans le système, que les gens ne constatent, ne disent pas, ne parlent pas de. En fait, ce contentieux n'est pas souvent discuté. Le gouvernement américain, par exemple, je le prends un exemple, finance la majeure partie de ses dépenses à partir d'émissions d'obligations. Oui. Donc, ces obligations sont vendues à travers le monde et sont détenues par plusieurs pays, les banques centrales d'autres pays, les plans de pension, etc. Et à cause de cette relation, l'Amérique peut financer son budget de fonctionnement à partir de sur ces prêts, les États-Unis payent des intérêts. Très bien. Mais vous devez vous rendre compte que sans ces prêts, les États-Unis seraient obligés de taxer ses citoyens. Donc, les prêts qui sont accordés sur le marché international, les obligations qui sont émises sur le marché international, ce sont des obligations qui permettent à ce que aux États-Unis, le taux de taxation, le taux d'imposition soit bas. Plusieurs fois, nous avons évoqué les pays nordiques, même la France, où le taux d'imposition est parfois atteint le seuil de 50% des revenus. Mais c'est parce que ces pays-là n'ont pas l'hégémonie de leur currency, leur monnaie. Ils ne font pas de et financer leurs dépenses à partir des produits de la vente des bons. Ce sont des gens qui doivent financer leurs à partir de taxation, des positions. Donc, parler de la banque des BRICS qui va vouloir faire des investissements, faire des prêts sur des termes différents, bon,
il faut vraiment prendre en considération. Maintenant, une chose qu'il faut signaler, lorsque l'euro que vous avez évoqué tout à l'heure devait être introduit, plusieurs personnes parlaient de l'euro comme un défi au dollar américain. Bon, exact. Effectivement, ça permet, si vous voulez, que le dollar américain ait connu des règlements plutôt sur les transactions sur le dollar américain ont connu d'autres évolutions. Ce que je vous montre sur les graphiques, c'est au début, vous voyez la ligne rouge, les lignes rouges et bleues. Oui. La ligne rouge, c'est le montant des transactions, des règlements de transactions sur le dollar américain avant l'arrivée de l'euro ou pendant l'action de l'euro. Mais si vous voyez, petit à petit, les transactions se convergent. Oui. Donc, ça veut dire quoi? Que avec l'arrivée de l'euro, effectivement, il y a eu une décroissance dans le nombre. En fait, l'euro, plutôt, a conquéri une part de marché en matière de règlement de compte dans les relations commerciales. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le dollar a disparu. Et ce que je dis souvent, si vous voyez le tableau que nous allons mettre là tout de suite, c'est un tableau qui vous montre que avec l'arrivée de l'euro, il y a eu une augmentation dans le nombre de transactions qui ont eu lieu à travers le monde. Donc le niveau de négoce où les transactions sont passées de 1990 de 5 milliards, donc j'aimerais bien avoir notre graphique là maintenant, est passé de 5 milliards, nous sommes aujourd'hui à 30 milliards de graphiques sur les transactions internationales. Oui, ça vaut le coup de répéter ces chiffres. 5 milliards à 30 milliards. Voilà, de donc 5 milliards, 5 milliards à 30 milliards en combien? En combien d'années? 99 à nos jours. Voilà. Donc, 90 à nos jours. C'est ça. Donc, vous voyez, donc, vraiment... En moins de 25 ans. Vous voyez, donc, vraiment, parler des briques, de banques des briques comme une menace, comme la monnaie des briques comme une menace au commerce. Moi, je dis souvent, et je le maintiens, c'est plutôt il y aura beaucoup plus de gagnants, c'est gagnant-gagnant. Ça veut dire ça, il y a beaucoup plus de transactions qui se font, il y a beaucoup de commerce qui se fait, il y a beaucoup plus de possibilités de croissance. Donc, je souhaite que les gens, avant de dire des trucs comme les briques vont remplacer le dollar, que la Banque mondiale va disparaître, je pense plutôt que les gens devaient avoir beaucoup plus de recul et contempler les graphiques, les données qui sont disponibles et les analyser avec une tête froide et afin de prendre les décisions afin d'avoir des discussions de salon beaucoup plus intelligentes. Donc, si je vous ai bien compris, William Savary, vous êtes de ceux, relativement peu nombreux d'ailleurs, hélas, qui pensent que au lieu que les BRICS viennent en concurrence directe contre le dollar et d'ailleurs tout l'ensemble occidental, ces deux forces vont s'additionner pour faire évoluer encore plus le commerce et les échanges internationaux. Donc au lieu de s'annuler, elles vont au contraire s'additionner. Absolument, absolument. Et voilà, la preuve est là avec l'arrivée de l'euro. Hein? Oui. Donc les données sont là. D'accord. Okay. Mais alors encore une fois, William, de la même manière qu'au départ, l'euro avait pour ambition de remplacer le dollar, on ne peut pas non plus reprocher aux BRICS d'avoir cette même ambition et de ne pas tenir compte de l'histoire de l'euro face au dollar. Non, je suis certain que ces gars-là, ils ne sont pas des idiots. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, avec l'arrivée, il y a eu beaucoup de coquilles qu'il
qu'il devait adresser. Par exemple, une des coquilles fut le fonctionnement du marché du tel. Donc, il y avait les questions d'arbitrage qu'il fallait négocier, il y avait les questions du trésor qu'il fallait négocier, tout le système de money market qu'il fallait négocier. Ceci a pris du temps. Donc, il faut vraiment accorder le temps à toute institution nouvelle, de façon à ce que les gens qui ont conçu ces institutions puissent apporter les solutions qui valent la peine. Vous comprenez? Yeah. Donc, et ça va mettre du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Ça va mettre du temps. Bon, William, malheureusement, le temps passe vite. Je dois vous rappeler rapidement que les opinions minoritaires que je tiens souvent deviennent majoritaires après 1 mois, après 6 mois. Faut pas oublier. Merci de ce rappel. Et merci malheureusement, mais je crois que la leçon essentielle qu'il faut retenir, c'est pas de panique. Les BRICS font ce qu'ils ont à faire, mais in fine, tout ça va s'additionner et créer encore plus de richesses pour l'ensemble du monde. Je crois que c'est ça la grande leçon qu'il faut retenir de la démonstration que vous avez faite. Absolument. Et on doit se préparer pour que des richesses qui seront créées que Haïti puisse en bénéficier. Magnifique. Eh bien, merci William Savary, merci de vous être mis à notre disposition pour aborder cette question épineuse des BRICS qui ont fait l'actualité, qui ont continué d'ailleurs à faire l'actualité jusqu'au 1er janvier 2024 avec l'arrivée de 6 nouveaux pays qui vont venir s'agglutiner autour des originaux BRICS, B-R-I-C-S, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Merci William Savary et à très bientôt pour de nouveaux débats. Et merci Serge. Et aussi de nouveaux... Ah, ça va. Voilà, c'était en visioconférence depuis New York, notre ami William Savary qui donnait son opinion sur l'évolution actuelle des BRICS. Pour conclure, la reprise des principaux titres. La population de Carrefourfeuille continue de quitter la zone en masse. Les bandits incendient et pillent les maisons de manière systématique après le départ des occupants. À l'initiative de la CARICOM, une réunion virtuelle s'est tenue ce vendredi entre les protagonistes de la crise haïtienne, à savoir les signataires de l'accord du 21 décembre en faveur du gouvernement Ariel Henry et 2 groupes influents, le groupe de Montana et les partis supportant la déclaration de Kingston. Le dirigeant du Front National pour une Haïti stable et démocratique, Rose Monjean, et ses alliés ont déposé une plainte ce vendredi au parquet de Port-au-Prince contre le Premier ministre Ariel Henry et le directeur général de la PNH, Frantz Elbé, pour leur responsabilité dans la situation actuelle du pays. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, chaîne.